Et si je vous disais que le premier iPhone était une catastrophe? Le tout premier prototype avait un écran fragile, une batterie qui surchauffait, un logiciel instable et des capteurs qui ne fonctionnaient même pas correctement. En interne, Steve Jobs lui-même disait que le produit était nul. Et pourtant, c'est à partir de ce petit truc bancal, presque inutilisable, qu'Apple a créé le smartphone moderne. Dans cette vidéo, on va voir comment Apple est passé d'un prototype catastrophique qui aurait pu tuer le projet au meilleur smartphone du monde, celui qui a redéfini tout le marché. On est au début des années 2000, Apple revient de loin. Le Mac se vend mieux, le design d'iMac commence à marquer les esprits, mais la vraie star du moment, c'est l'iPod. En 2005, l'iPod représente à lui seul près de 45% du chiffre d'affaires d'Apple. Concrètement, ça veut dire qu'$1 sur 2 qui rentre chez Apple vient d'un baladeur MP3 avec une molette. Ça, c'est votre best-seller? Ça, c'est notre best-seller. Quand vous vendez 10 MP3, vous en vendez combien de cette marque? 10 MP3, on vend à peu près 7 appareils de cette marque. C'est énorme, mais c'est aussi très risqué, parce que l'entreprise dépend d'un seul produit. Pendant ce temps-là, le monde du téléphone évolue très vite. Motorola explose les ventes avec son Razr V3, un téléphone ultra fin qui va se vendre à plus de 130 millions d'exemplaires dans le monde. Sony Ericsson sort les Walkman Phone, comme le W800i, qui combine téléphone et lecteur de musique. Nokia, de son côté, domine toujours le marché avec près de 48% de part de marché et commence à sortir des modèles comme le très connu N95 qui font déjà appareil photo, vidéo, musique et même GPS. Steve Jobs comprend très vite le problème. Si les téléphones deviennent assez bons pour remplacer un iPod, l'iPod n'a plus aucun intérêt. Et si l'iPod disparaît, Apple perd son produit star, celui qui tire la croissance et qui finance le reste. Jobs résume ça avec une phrase qui revient souvent chez lui. If we don't cannibalize ourselves, someone else will. Si quelqu'un doit tuer l'iPod, alors autant que ce soit nous. À ce moment-là, Apple sait qu'il faut préparer l'après-iPod, mais personne ne sait encore à quoi cette suite doit ressembler. Avant d'imaginer l'iPhone qu'on connaît, Apple va commencer par une idée qui paraît aujourd'hui complètement absurde, transformer l'iPod en téléphone. L'idée, c'est de garder la fameuse click wheel, cette molette qui fait défiler les menus, et de l'utiliser pour composer les numéros. Vous tournez la molette, vous choisissez chaque chiffre, puis vous validez. Les ingénieurs construisent un prototype pour tester le concept. Très vite, tout le monde se rend compte que l'expérience utilisateur est horrible. Composer un numéro est lent, pénible et totalement antinaturel. Tony Fadell, qui dirigeait l'iPod à l'époque, expliquera plus tard que ce concept était tout simplement inutilisable et donc invendable. Ce premier échec donne cependant une information importante à Apple. Oui, il faut un téléphone, mais il est hors de question de se contenter d'un iPod bricolé. En parallèle, Steve Jobs voit quelque chose qui l'énerve profondément. Microsoft travaille sur des smartphones avec Windows Mobile et collabore avec des constructeurs comme HTC. Il déteste l'interface, il déteste le stylet, mais il comprend très bien ce que ça veut dire. Si Apple ne bouge pas, Microsoft risque d'imposer sa vision du smartphone. C'est à ce moment-là que Steve Jobs décide de lancer un projet secret avec un objectif clair, réinventer le téléphone. Alors, Steve Jobs réunit une petite équipe d'ingénieurs triés sur le volet, des gens de l'iPod, du Mac, des équipes logicielles, du hardware et de l'interface. Apple isole physiquement l'équipe dans un bâtiment spécifique du campus. Les badges d'accès sont différents, les portes sont verrouillées, les fenêtres sont parfois occultées, les ingénieurs n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils font, ni même à leurs collègues d'autres équipes. Le travail est aussi compartimenté. Certaines personnes travaillent sur l'écran tactile, d'autres sur la radio GSM, d'autres sur le système d'exploitation, d'autres sur l'interface. Mais très peu de gens ont une vision globale du produit final. Scott Forshall, qui dirigeait la partie logicielle, expliquera plus tard que l'équipe avait littéralement l'impression de construire le futur, mais sans avoir le droit de dire qu'elle travaillait sur un téléphone. À ce stade, il n'y a pas encore d'iPhone au sens où on le connaît aujourd'hui. L'équipe arrive à quelque chose qui ressemble enfin à un téléphone Apple. Le problème, c'est que ce premier prototype est catastrophique. L'écran est très fragile et se fissure facilement pendant les tests, la batterie chauffe au point de déclencher des coupures de sécurité, le logiciel est tellement instable que le système peut planter simplement en enchaînant quelques actions de base, le tactile ne répond pas bien, il manque de précision, parfois il ne détecte même pas le doigt, la radio GSM est incapable de maintenir un appel de façon fiable et le Wi-Fi se déconnecte sans raison.
Ken Koshienda, qui travaillait sur l'interface, raconta que certains prototypes plantaient juste en tapant un simple texte comme « Bonjour » dans un champ. Steve Jobs, qui est connu pour ne rien laisser passer, regardait ce prototype et le trouvait extrêmement mauvais. Plutôt que d'arrêter le projet, il pousse l'équipe à recommencer, à affiner, à durcir le cahier des charges. Le message est clair, l'iPhone n'a pas le droit d'être un produit moyen. Dans un laboratoire, un ingénieur montre à Jobs un prototype d'écran qui réagit à plusieurs doigts en même temps. On peut zoomer, dézoomer, faire pivoter, scroller, tout ça directement avec les doigts de façon très fluide. Steve Jobs teste la surface tactile. Il pose 2 doigts, il pince pour zoomer, il fait glisser les éléments. À cet instant, il comprend que c'est cette interface qui va tout changer. À partir de là, l'image du futur de l'iPhone se précise. Ce ne sera pas un téléphone avec un clavier physique, ni un téléphone avec un stylet, ce sera un écran presque entièrement tactile, contrôlé directement par les doigts. Jobs résume ça très simplement à l'interne avec une phrase qui restera célèbre. Dieu nous a donné 10 stylets, utilisons-les. Le projet prend alors une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de faire un téléphone Apple, il s'agit de réinventer complètement la façon dont on interagit avec un appareil. On arrive au 9 janvier 2007, c'est la keynote de Macworld à San Francisco. La salle est pleine, les médias sont là, les rumeurs tournent depuis des mois autour d'un iPhone. Steve Jobs monte sur scène et commence son discours. Il annonce que ce jour-là, Apple va présenter 3 produits révolutionnaires. Un iPod à grand écran tactile, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet. Puis il répète ces 3 descriptions plusieurs fois. These are not 3 separate devices. This is one device and we are calling it iPhone. Le public applaudit, certains se lèvent, l'iPhone est là. En apparence. Parce que ce que personne ne sait dans la salle, c'est que l'iPhone que Steve Jobs a dans la main est extrêmement instable. Andy Grignon, un des ingénieurs responsables de la radio, expliquera plus tard que chaque démonstration était un pile ou face. Le téléphone pouvait planter à tout moment. Il avait même mis au point ce qu'il appelait un cheat sheet, un parcours précis d'action que Jobs devait suivre dans un ordre défini parce que s'il en déviait, le risque de crash explosait. L'iPhone de la keynote ne pouvait pas enchaîner certaines tâches sans risque. Ouvrir trop d'apps, changer de musique en streaming, charger certaines pages web lourdes, tout ça pouvait suffire à le faire planter. Malgré cette pression, la démo se déroula parfaitement. Les appels passent, l'interface répond, les gestes du multitouch impressionnent, la navigation web fait un effet waouh. Aux yeux du monde, l'iPhone vient de définir ce que doit être un téléphone. Mais en coulisses, les ingénieurs savent que ce n'est qu'un prototype très fragile, maquillé pour le show. Après la keynote, une autre course commence. Apple a annoncé l'iPhone au monde entier, mais le produit qui sera vraiment vendu en juin n'est pas encore prêt. Le modèle utilisé sur scène n'a pas d'écran final, ni la batterie finale, ni la radio définitive, ni même la version stable du système d'exploitation. C'est une sorte de démo unit extrêmement optimisé pour la présentation, mais pas pour le quotidien. Pendant 6 mois, qui séparent la keynote de janvier à la sortie au 29 juin 2007, les équipes ont travaillé quasiment jour et nuit dans le bâtiment Purple. Certains ingénieurs racontent qu'ils dormaient quasiment sur place, qu'ils voyaient à peine leur famille. Mais le résultat est là. L'iPhone qui sort en juin 2007 est un appareil cohérent, stable, fluide et surtout complètement différent de ce qui existe sur le marché. Il n'a pas encore d'App Store, pas de copier-coller, pas de 3G, mais en termes d'expérience utilisateur, il est déjà largement en avance sur le reste du marché. Au final, ce qui devait être un prototype raté devient la base d'un produit qui va tout changer. La façon de téléphoner, d'envoyer des messages, de naviguer sur Internet, de prendre des photos, d'écouter de la musique et même de travailler. L'iPhone n'est pas né parfait. Il est né dans le chaos avec des erreurs, des tensions et des échecs. Mais c'est justement ce processus-là, cette capacité à recommencer, à jeter des prototypes entiers à la poubelle et à être obsédé par l'expérience finale qui a permis à Apple de sortir un appareil qui allait redéfinir toute l'industrie. Et aujourd'hui, quand on regarde n'importe quel smartphone moderne, on voit encore l'ombre de ce premier iPhone et de ce prototype pourri qui, paradoxalement, a changé le monde. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.